10h, 11h52, c'est dorénavant l'espace qui compte en télévision au Cameroun. L'espace miné, c'est votre programme. Les faits saillants de l'actualité nous intéressent véritablement, sans oublier que la dénonciation restera également à l'ordre du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, nous marquerons en arrêt ce matin pour nous interroger sur ce qu'est devenu le mouvement OTS et tous les autres mouvements concernant l'enseignement dans notre pays. Avez-vous l'impression que les problèmes ont été résolus lorsque nous savons que certains menacent tout simplement les examens scolaires cette année? De toutes les façons, nous posons le problème pour analyser afin que nul n'en ignore. Si vous regardez Info TV, sachez que vous avez fait le bon choix et si vous en avez convenance, appelez-moi Perfecto. C'est le sac de modérateur. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour également Rich Panel, bonjour surtout à ceux qui se donnent le plaisir et parfois la peine de nous suivre au quotidien. On espère simplement qu'on va offrir, comme d'habitude, la bonne humeur ce matin. Arnaud Victor Eyada, le 20 mai, c'est demain, défilé grandeur nature du côté du boulevard du 20 mai, défilé présidé par le chef de l'État. Pour l'heure, le chef de l'État est-il déjà dans nos murs? Les indiscrétions font état de ce que demain sera véritablement là, ce qui fait que s'il est là, il atterrira aujourd'hui. Il atterrira certainement aujourd'hui ou alors il a atterri en solo. On sait très bien qu'il y a un grand journaliste dans ce pays qui a porté sa thèse et qui est devenu mon ouvrage aujourd'hui, François Marmodium, désormais professeur, sur les silences du chef de l'État. Et peut aussi venir en silence. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que la meilleure communication du chef de l'État, c'est désormais le silence. C'est un homme imprévisible. Pensez, sachez, rappelez-vous que depuis peut-être 2 ans aujourd'hui, ou un peu plus, nous attendons le remaniement ministériel. C'est toujours lettre morte. Et c'est un certain Joseph-Marie Lundu sur l'un de nos plateaux. Le temps du président n'est pas le temps de tous les Camerounais. Donc, nous sommes confiants. Nous espérons que demain, on va vivre la fête avec lui. Et rappelez-vous ici que c'est une édition assez spéciale parce que là, on sort du Covid. C'est vrai qu'on n'est pas sorti totalement, qui nous a privés. Ça, ce sont les raisons officielles de cette fête. Et aussi, surtout, les agapes du 20 mai au palais. Donc, on reste confiant. On sait qu'il sera là demain. On attend, et s'il n'est pas là, naturellement, il sera secondo remplacé par un de ses affiliés. Ça restera être une grande première. Hein. De toutes les façons, nous ne faisons pas encore des procès en sorcellerie. Depuis que le président de la République est à la tête de l'État, il a toujours présider ce défilé. Nous l'attendons pour qu'il puisse encore présider ce défilé. Disons simplement que pour l'édition, la 50e édition de cette année, le temps a été considérablement réduit. Nous aurons un défilé de 90 minutes. 1h30, pas plus. Le temps d'un match de football. Le temps d'un match de football. 90 minutes. 1h30 pour ce grand défilé. C'est vrai que beaucoup ont trouvé à redire. On sait également que les exigences venant du cabinet civil de la République sont restées les mêmes. On n'aura pas des effigies d'autres leaders. Hein. S'il y a effigie, ça devra être l'effigie du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, pas de vous êtes là au niveau de la place. On attend. Ce qui est sûr, c'est que ça sera assez particulier. Qui vivra verra, comme on le dit. Il ne faudrait pas qu'on vienne montrer l'effigie d'un autre leader. Il n'y a qu'un seul apparemment au Cameroun. Docteur Ayon est également parmi nous ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour, Perfecto. Je suis ravi de vous retrouver ce matin et je voudrais utiliser cette opportunité pour vous envoyer mes félicitations. Merci. Pas seulement parce que vous êtes au niveau des jeux de cette maison, mais surtout parce que vous êtes l'un des rares journalistes qui nous a donné l'opportunité depuis 2016 de nous exprimer et de dire réellement au gouvernement et aux autres d'aborder des sujets délicats. Surtout. C'est un risque. Et quand ce n'était même pas encore acceptable de parler de ces choses-là. Et donc vous avez pris ce risque de nous donner des opportunités et je pense que ça peut toujours être l'un de vos problèmes.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vérifiable que tout ce que vous avez mis sur scène, tout ce qu'on a débattu, ça reste des actualités aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que votre présence dans ces chaînes va donner cette blason encore, va attirer cette pétillance que vous avez toujours à traiter des sujets phares. Et comme on avait fait dans l'arrêt majeur, je pense que Espace Miné va nous donner aussi cet espoir et cette opportunité de dire tout ce que nous pouvons dire pour faire avancer la République. Thank you for inviting me, and I want to extend my greetings to the English-speaking Cameroonians. Merci beaucoup. Vous avez connu Arrêt Majeur dans une autre vie. C'était déjà bien selon ce que vous dites. Je vous assure, j'en prends l'engagement, que Espace Miné, ce sera la magie. Ok. C'est déjà la magie. Je peux vous confirmer que je sais ce que vous pouvez faire. On sera dans votre côté. D'accord. On va accueillir un vieux de la vieille, toute une vie dans la communication et plus précisément dans le journalisme. Il a marqué des générations par son timbre vocal, par la pertinence de ses points de vue, mais surtout par la qualité de ses invités. Il a fait presque le tour des radios urbaines au Cameroun. Il s'est d'ailleurs essayé en télévision. Il est resté le même. Quelle humilité. Roger Kiekdekiki, bonjour. Bonjour, vraiment, merci pour l'éloge. Cela me va droit au cœur. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que j'arrive ici et c'est un véritable plaisir. J'en profite d'ailleurs pour t'adresser mes chaleureuses félicitations pour le challenge à la tête de cette télévision qui monte. Et je vois que avec ta présence, on aura droit à des beaux moments de télévision. Roger Kiekdekiki, actuellement du côté de Royal FM, grande audience également de ce côté. Roger Kiekdekiki, on a l'impression que vous êtes fait pour la radio. Vous avez souvent par moment des espaces de 3 heures de temps, parfois de 4 heures de temps en radio, mais l'on écoute sans se fatiguer. Oui, vous savez, le format radiophonique est dynamique, la science est dynamique. Et le Cameroun est un laboratoire, comme m'a rappelé le sociopolitiste au Nanguini. Nous avons voulu révolutionner le format radio à un moment donné, puisque le Cameroun peut être une école. Et c'est des débats que nous avons montés il y a plus de 25 ans et qui ont été suivis. Vous venez de le dire, c'est quand même extraordinaire que de détenir le record, que de rester vraiment au devant de la scène pendant 1-2 décennies, et un peu plus on l'a fait, et on continue de le faire. Attention, je suis un brillant présentateur de télévision aussi. Je le sais. Ça, je l'ai déjà fait, et je crois que jusque-là, nous contribuons à apporter notre modeste pierre à la construction d'un édifice. Merci Roger Kiekdekiki. Vos analyses nous seront d'un apport non négligeable dans le cadre justement de ces échanges. À côté de vous, vous avez un jeune confrère à vous. Lui, c'est Stéphane Barga. Bonjour Stéphane. Bonjour, parfait Aïssi et toi. C'est un plaisir pour moi d'être présent en ces lieux. Espace Miné, un espace qui commence véritablement à trouver sa voie dans le landerneau médiatique camerounais. C'était une annonce qui a beaucoup fait réagir, non pas dans notre microcosme habituel, mais au-delà. Parfait ici et toi de retour sur les ondes à la télévision. C'est un moment important. Alors, Espace Miné, je suis là, nous sommes là pour analyser, décrypter, pour donner le meilleur de l'actualité autant que possible, en compagnie d'aussi illustres aînés qui nous ont précédés dans le métier que nous avons choisi. C'est important de le dire, et j'espère que ce matin encore, on sera à la hauteur des millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur et l'amitié de nous suivre. Merci Stéphane Barra. Je signale et je souligne tout simplement que Stéphane Barra avec le très célèbre Charlemagne Masanga Nyamdi, l'ami de Roger Kiekdekiki. Masanga Nyamdi restait égal à lui-même.
Il est assez égal à lui-même. C'est vrai que les thématiques abordées, ou la thématique abordée en majeur, concernait ce retour historique sur les différentes transitions de notre unité. Mais le professeur, fidèle à sa réputation, a toujours eu ce malin plaisir à sortir des couloirs de l'unité pour se projeter sur les aspects un peu plus réalistes, selon ses dires, à nous parler de gouvernance, à nous parler de corruption, à nous parler de ces multiples prises de position. Égal, fidèle à lui-même, le professeur. C'est fut un plaisir, j'espère, si vous le soulignez, beaucoup l'ont noté aussi, un grand moment de télévision. Un grand moment de télévision. C'est que par moment, j'aime certains invités comme Sanga Nyamding, et que lorsque vous êtes journaliste en face de lui, il faut être extrêmement futé, extrêmement pratique. Il a cette faculté à vous entraîner sur ces sujets à lui. Vous pouvez lui poser une question sur l'Ukraine, et il dit... Je reviens sur l'Ukraine. Permettez-moi de dire un mot sur le comité central. Toi, tu lui as posé une question sur l'Ukraine. Ne vous d'abord pas du comité central. Je sors par là. Mais ne sors jamais. Théophile Vianney-Billard, bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour à nos téléspectateurs qui sont nombreux devant le petit écran à cet instant précis. Théophile Vianney-Billard, c'est le jeune rédacteur en chef de Info TV. C'est l'homme de la revue de la presse, revue de la presse à partir de 6h45 minutes, acte 1, signé toujours Théophile Vianney-Billard, revue de la presse acte 2 en direct sur Espace Miné. Théophile Vianney, que disent les journaux? Les journaux sont disponibles en kiosque, Parfait ici, et ces journaux parlent de cette célébration du cinquantenaire de l'unité nationale. Et si vous permettez, nous ouvrons cette première partie de la revue de presse, deuxième de cette journée, permettez-moi, avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Ce journal, en sa grande une, nous plonge dans cette actualité, célébration du cinquantenaire de l'unité nationale. 20 mai, 50 ans, avec faste et solennité, le Cameroun fête ce vendredi le cinquantenaire de l'unité nationale. C'est le triomphe d'un demi-siècle de marche en avant où le pays a su transcender les écueils des atteintes à son intégrité et des replis identitaires et préserver son unité dans l'exceptionnelle diversité de sa population. C'est ce que nous dit ce matin le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune. Repère nous plonge dans cette célébration. Le journal Repère fait une fleur à l'armée camerounaise ce matin. 50 ans d'unité nationale au Cameroun, la force de l'armée, outre la loyauté et la fidélité sans faille qu'elles font montre à l'égard du président de la République Paul Biya et les institutions qu'il incarne, les forces de défense et de sécurité contribuent grandement à la préservation de la paix et l'intégrité territoriale. C'est le Repère qui nous le fait savoir ce matin. Le messager de Feu Pius Ndiawe, qui est en kiosque ce jour, parle de l'unité nationale, l'armée en dernier fusible. 50 ans après l'avènement de l'État unitaire, la grande muette reste la seule qui conforte au plus haut point le sentiment, le lien ou l'appartenance à la nation camerounaise. De la page 3 à la page 7, le journal Le Messager revient donc sur ces maladies infantiles qui fragilisent l'État, c'est-à-dire dans ce journal qui parle également de défilé du 20 mai. Au SDF, Ninche dénonce les manœuvres d'Ossi. Le président régional dans le littoral accuse son camarade d'avoir reçu des fonds du cabinet civil. C'est le journal Le Messager qui le dit ce matin. C'est en page 2 que vous avez donc cette révélation. La nouvelle expression qui est en kiosque s'intéresse également à la fête du 20 mai. L'upécisation du SDF se précise. Titre en grande une, le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque. C'est paradoxalement à l'occasion de la fête de l'unité nationale que le Social Democratic Front de John Fundi affiche publiquement sa profonde division. À lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque. Et si on retrouvait également Mutation. Mutation revient également sur cette même actualité en pied de une. Le journal Mutation titre défilé le 20 mai divise le SDF. C'est à lire en page 7. Ce journal parle également de la ferme Bongo. En grande une, l'accusation en panne. Maxime Banguet, le principal témoin, se rétracte devant le tribunal. 3 ans après son incarcération, le détournement de plus de 23 milliards francs CFA imputés à l'ex-Mindef relève désormais du canular. C'est ce que nous dit le journal Mutation. Et c'est en page 9 que vous retrouvez l'intégralité de cette affaire. Football professionnel. On en parle également en page 15 de ce journal. Le match Eto contre Semengue vous est donc présenté dans ce
dans ce journal qui est en kiosque. Il s'agit du journal Mutation. Le journal d'Aman Mana est également disponible en kiosque ce jeudi matin. Le journal Le Jour parle de CTFP, passe d'armes entre le général Semengue et Samuel Eto'o, c'est à dire en page 11. On nous plonge également dans cette autre affaire, droit d'auteur, Sonacam, enquête sur les répartitions. L'enquête vous est donc présentée de la page 2 à la page 3. Logo Nechari, on en parle également aux sources d'un conflit communautaire. Comment la politique de préférence a mis le feu aux poudres, à lire en page 8. J'aime mon pays, le Cameroun. Cette phrase qui est prononcée par plusieurs Camerounais aujourd'hui déjà usitée. On a oublié l'auteur de la formule, Henri Balambarga. On nous présente donc l'auteur de cette formule dans ce journal. C'est en grande une que vous retrouvez donc l'actualité ce matin. Le quotidien bilingue Émergence parle de 20 mai 2022. Les partis d'opposition vont défiler sous conditions, à lire en page 10 du journal Émergence. Ce journal parle également de la FECAFOOT, le SG démissionnaire d'Ezeng Eto'o, à lire en page 11 du journal Émergence. The Guardian Post Daily est également disponible en kiosque. Le journal The Guardian Post parle de défilé du 20 mai à Yaoundé. Le gouvernement impose certaines conditions aux partis politiques, à lire en grande une du journal The Guardian Post qui est en kiosque. Pendant que le gouvernement, tel que nous le dit The Guardian Post, impose certaines conditions aux partis politiques, l'Action nous fait savoir que le RDPC est fin prêt. 50e fête de l'unité nationale, le RDPC fin prêt, à lire au journal L'Action qui est disponible en kiosque. Le journal de Jean Kuete nous dit que le constat a été fait le 17 mai dernier au cours des répétitions du défilé supervisé par le secrétaire général du comité central Jean Kuete. Il en est d'ailleurs de même aux quatre coins du Cameroun, selon des informations glanées par les reporters du journal L'Action, ce journal qui est en kiosque ce jour. Le quotidien de Jules Brice Ngaba est également en kiosque. Cinquantenaire de l'État unitaire, bref bilan et perspective présenté par l'honorable professeur Joseph Kanke, chargé de mission permanent au secrétariat général du comité central du RDPC, à lire dans ce journal. Réalité Plus nous plonge dans cette autre actualité. Au cœur de Yaoundé, bienvenue au monument patriote et bravo au maire Luc Messi, à lire en principale une du journal Réalité Plus qui revient donc sur la cérémonie d'inauguration tenue hier ici même à Yaoundé. Le Pélican reste dans cette même actualité ce matin. Célébration du cinquantenaire de l'État unitaire. Le monument du patriote respire à Yaoundé. C'est l'information que nous relaie le journal Le Pélican qui est en kiosque. Econews nous plonge dans l'actualité économique. Le journal de Pascal Dibamou revient sur cette affaire. Affaire groupe, l'anecdote DGI, l'affront des fiscalistes nous est présenté dans ce journal. De la page 5 à la page 7, c'est tout un dossier qui est proposé par le journal Econews. En pièce 1, on parle de la situation de pesage de Mekong. Nganoudjoumessi limoge des agents pour manquement grave, à lire en page 8. Les noms de ces agents sont donc disponibles dans ce journal. Le journal Econews, le financier d'Afrique, parle de cette table ronde. Mobilisation des financiers pour la voie de contournement de Yaoundé. La rencontre prévue le 24 mai prochain permettra de recueillir les avis, attentes et engagements des partenaires techniques et financiers des banques commerciales et des structures d'investissement pour la réalisation de ce projet. À lire en page 4 du journal Le Financier d'Afrique qui s'intéresse également au passeport biométrique CEMAC en vigueur au Gabon pour parler d'intégration sous-régionale. C'est en page 11. La grande tribune s'intéresse au fer de Mbalam. Le Cameroun refuse de payer 94 milliards de francs CFA aux Australiens. C'est à lire en grande une du journal La Grande Tribune. Réhabilitation de la Sonara, on en parle également au BAT 1. Le futur hydrocracker va raffiner le fioul lourd, à lire dans ce journal en page 7. Zone CEMAC, la COBAC met les opérations en crypto-monnaie sous surveillance. C'est l'information que nous révèle ce matin le journal La Grande Tribune qui est disponible en kiosque. L'économie de Thierry Ekouti parle d'exportation de la banane, ce que va apporter le terminal mixte fruitier modernisé du port autonome de Douala, c'est-à-dire en page 3. On parle également financement des projets. Pourquoi le Cameroun fait recours à l'emploi obligataire, c'est-à-dire en page 5 du journal L'économie. Crise russo-ukrainienne, l'Afrique se retourne vers l'Argentine pour les importations du blé. Le journal L'économie nous le fait savoir en page 6. Nous refermons cette revue de presse avec Cameroun Business Today qui parle de transformation des déchets ménagers. Un trésor dans les ordures. L'information est présentée en grande une du journal Cameroun Business Today, journal avec lequel nous refermons cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Bien évidemment, votre fidélité nous honore. Votre fidélité est implacable, inaliénable, indubitable.
Théophile Vianney-Villa, quelle chute. Merci. Mais Théophile, vous abordez encore une autre tenue traditionnelle ce matin. Oh oui, parfait. Nous C'est restons dans la fête. C'est la fête. Le 20 mai, c'est demain. Oui, on parle là, c'est la tenue du Nord-Ouest. Nord-Ouest, évidemment. Le Togo, c'est le nom de cette tenue. Vous appelez ça le comment? Togo. Le Togo. Exact. Wow, c'est le nom de cette tenue. Gianni, nous nous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h. Exact. Puisque demain, il n'y aura pas émission. Évidemment. Demain, ce sera la grande parade. Ah oui. Bon week-end. Hein? Bon week-end et bonne fête, parfait. Merci Théophile. Alors, Roger Kiki, il y a quand même une actualité depuis hier. Vous et moi, nous sommes au courant. Le secrétaire général de la FECAFOOT a démissionné en grande pompe. Au-delà de la démission, il révèle quand même d'énormes problèmes pour ce qui est de la gouvernance. Il dit qu'avec une telle gouvernance, il préfère se mettre de côté. Votre réaction? Bon, mais Samuel Eto'o l'avait déjà accusé, soupçonné de malversation. Il était soupçonné de malversation financière. Et je pense qu'on l'avait suspendu. On l'avait suspendu. Tout à fait. Il a préféré jeter son tablier. Ce que moi je regarde, c'est que la FECAFOOT cache beaucoup de secrets. C'est-à-dire que c'est un endroit où la gouvernance était très mauvaise. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, on voit des choses, on le voit se démener quand même pour essayer de ramener de l'ordre, bousculer un certain nombre de pratiques qui avaient cours dans cet endroit. Et c'est pas le premier secrétaire, il a eu mal à partir. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de cette gouvernance, parce que vous voyez sur un autre front, vous voyez la bataille que mène l'exécutif contre les présidents de clubs qui ont empoché de l'argent et sont incapables de payer le transport au club, sont incapables de payer les salaires des joueurs, sont incapables de nourrir les joueurs. Ça veut dire que en réalité, cette FECAFOOT était un véritable panier à crabe, comme on dit souvent. Il faut quand même relever que monsieur, comment on l'appelait, l'ancien secrétaire, président de la FECAFOOT, oui, Seydou Mbombo Njoya, avait déjà mis de côté ce secrétaire général. Hein. Il avait viré, mais lorsque Samuel est revenu, il a ramené ce même secrétaire général, et ce même secrétaire général démissionne à son tour. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ce secrétariat général? Les mauvaises habitudes, à mon avis, ont la peau dure. Et je crois que moi, je voudrais plutôt encourager le nouvel establishment de la FECAFOOT. Vous pensez pas que le SG peut aussi avoir raison? Non, je peux pas évaluer. Gère mal. En 3 ou 4 mois ou 5, je peux pas évaluer la gouvernance. On n'évalue pas la gouvernance comme ça. Je peux pas évaluer la gouvernance des taux. J'observe quand même qu'il bouscule des mauvaises pratiques qui avaient cours au sein de la maison. C'est ça, c'est comme nettoyer les écuries d'Ogia. Ce sera pas facile, mais je voudrais les encourager. Moi, je jugerai le maçon au pied du mur. Pour le moment, le principal gestionnaire qui est Samuel accuse des mauvaises pratiques de gestion de la part de ceux qui sont appelés à travailler avec lui. On verra jusqu'où ça ira et on aura le temps d'évaluer d'ici un an ou bien un peu plus d'un an, on aura le temps de bien regarder ce qui s'y passe. Arnaud Victor Eyada, selon Roger Kiki, c'est encore trop tôt de juger le Pichichi. Il a à peine 6 mois à la tête de la FECAFOOT. Donnons-lui un peu de temps. Peut-être d'ici 2 ans, on essaiera de faire son bilan du côté de la FEDE. Mais bon, ce qui nous intéresse ce matin est que le SG a claqué la porte et il dit que Samy gère la FECAFOOT comme une épicerie. Lui, il est dans la FECAFOOT où il était. Il peut avoir son avis, mais nous également, nous sommes des Camerounais, nous avons le droit d'avoir le nôtre. J'irai également sur les pas de René Roger pour dire que c'est trop tôt pour juger Samuel, mais tout au moins, cela nous donne quand même déjà un aperçu. Rappelez-vous, il y a de cela quelques années de regretter mémoire, Onambele Zibi disait qu'il n'y a rien au Cameroun qui donne l'argent comme le football. Il suffit d'aller vous asseoir au Mont-Fébé pendant 2 heures de temps, vous émargez 200 000 et vous rentrez avec un survêt. Et que lui n'a jamais vu quelque chose de pareil. Alors lorsque vous étudiez en fond ces mots, vous comprenez que justement la FECAFOOT en réalité est un gouffre à sous. Et nous sommes aussi parmi ceux qui avons dénoncé, après la qualification des Lions indomptables, un comportement de certains confrères qui se sont contentés de la 124e minute où Toko et Camille donnaient, n'est-ce pas, le ton en éliminant l'Algérie. Et on est resté sur cette actualité.
On dit carrément chez les bêtis que quand tu couvres, ça pourrit. Quand tu étales, ça sèche. La FECAFOOT a tellement de problèmes depuis le départ de Iya Mohamed. Et beaucoup d'échecs de notre football reposent justement sur cette gestion entre guillemets chaotique. Vous voyez bien que l'élection même de Samuel Eto'o n'était pas la chose la plus aisée. Et nous pensons quand même que il y a un jeune à la tête de la FECAFOOT qui veut faire mieux que ses prédécesseurs, qui a essayé à un certain moment de s'entourer des anciens de la maison. Vous savez que pendant un moment, il a cheminé avec Parfait Siki. Il n'a pas chassé Parfait Siki tout de suite. Aujourd'hui, Parfait Siki qui était aisé parti, il ramène Barlock qui part aujourd'hui. Il faut dire ici que les enjeux et les micmacs qui s'étaient déjà tissés à la FECAFOOT, où le grand frère évoquait le cas des présidents de club, il sera difficile que cela continue avec Samuel Eto'o. Donc attendez-vous encore à un pot de bananes qui seront jetés sur son chemin. Moi je me dis que s'il n'a pas les coups de franges, ça risque d'être difficile pour lui pour la suite. S'il ne tient pas bon par rapport à ses idéaux, parce que on peut faire toutes sortes de reproches à Samuel Eto'o, mais c'est quelqu'un qui n'a pas souvent été corrompu. Je voudrais d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais ajouter que vous vous rendrez bien compte que bon nombre de députés avaient abandonné le Parlement pour aller rester à la FECAFOOT. Les pharmaciens avaient abandonné leur pharmacie pour aller rester. Parce qu'en réalité, là, il y a beaucoup d'argent qui est brassé ne profitait pas aux footballeurs. Exactement. Et aux joueurs. Aux administratifs. Tous ces SG-là, vous parlez, je ne les ai jamais vus gérer quelque chose avant. Merci. Ou alors secrétaire général de quelque chose. Les gens se découvrent des vocations dans le football. Il faut que le football revienne aux footballeurs. Et vous voyez la bataille. Eto'o se bat pour essayer de payer 100 000 francs aux joueurs de football féminin. Aux joueuses de football. C'est-à-dire, il leur envoie directement dans un compte 100 000 francs tous les mois. Outre ce que les dirigeants des clubs sont censés donner. Il faut faire vivre ces filles-là. Ils se débrouillent pour payer les footballeurs. C'est-à-dire l'argent qui profitait à des petits... Il avait des problèmes. Tout à fait. Quand Eto'o est arrivé, il a même des papiers hygiéniques qui étaient détournés. On achète en début de mois des papiers hygiéniques pour 500 000. En une semaine, on vous dit qu'il n'y a plus un seul papier. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pratiques qui avait pris cours au sein de cette fédération, et je crois que Eto'o s'attaque contre tout ça pour faire vivre le footballeur, et c'est ça le problème à mon avis. C'est compris, hein. J'ai donc l'impression que c'est un soutien total à Samuel Eto'o sur ce plateau. Je préfère parler d'une autre actualité. C'est un très grand frère qui vient de m'envoyer cette information. L'information, nous repartons du côté de Berthoin Roger avec cette affaire du prêtre incarcéré. Alors, nous avons donc une note, je vais lire toute la note. Hein. Décret portant prohibition de l'exercice du ministère sacré à monsieur l'abbé Émilien Messina. Moi, monseigneur Joseph Atanga, archevêque métropolitain de Berthois, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège, vu les accusations graves portées par les autorités civiles et par les médias contre monsieur l'abbé Émilien Messina, prêtre de ce diocèse, concernant la commission présumée par celui-ci à Berthois et en date du 12 mai 2022 du délit dont il s'agit au canon 1398 du CIC et ST article 6.1.1 ainsi que celui dont il s'agit au 1395 CIC, vu l'interpellation puis l'incarcération en date du 12 mai 2022 de monsieur l'abbé Émilien Messina suite à ces accusations, vu la publicité faite autour de cette dénonciation, vu le scandale causé au sein de la communauté chrétienne par cette dénonciation, vu la procédure judiciaire engagée par les autorités civiles, après avoir examiné les éléments actuellement en notre possession concernant la dénonciation surmentionnée des délits vraisemblables, conformément au canon 1722 CIC et à l'article 19 de SST pour le bien de l'Église et en particulier pour prévenir d'autres scandales et garantir le cours de la justice par la présente. La prohibition de l'exercice du ministère sacré à monsieur l'abbé Émilien Messina est lui interdit en conséquence par cette mesure préventive, et ce tant que
dure la procédure civile. 1. De participer publiquement à la célébration de l'Eucharistie. 2. De poser publiquement tout acte du ministère sacerdotal. 3. De poser des actes de gouvernement paroissial. Monsieur l'abbé Emilien Messina est tenu de se conformer aux prescriptions indiquées ci-dessus à compter de la date de la notification du présent décret. Fait à Berthois le 18 mai 2022. C'est donc signé Monseigneur Jean Atanga, archevêque de Berthois. Stéphane Mbarga, commentaire de ce décret de Monseigneur Joseph Atanga. Alors, Monseigneur ne fait que appliquer les règles. Les règles, c'est quand on est fautif, on assume, et l'autorité, la tutelle de l'abbé Messina, c'est Monseigneur Joseph Atanga. Tout à fait. Malheureusement, est obligé à son corps défendant de sanctionner, parce que je précise, et la surprise est aussi mienne, comme celle de beaucoup qui nous regardent. Monseigneur, l'abbé Messina, aujourd'hui, au dépend de bien d'autres, est encore libre de ses mouvements. Si l'abbé n'avait pas été un prélat, pensez-vous qu'il n'aurait pas encore rejoint la prison centrale de Est-ce qu'on l'a libéré? Non, je pose la question. Il est en détention. Il est en détention, ce qui veut dire... il n'est donc plus libre de ses mouvements. Oui, il n'est plus libre de ses mouvements, mais le communiqué, la sortie de monsieur l'archevêque nous fait comprendre de façon sibylline qu'il n'ira pas jusqu'à la prison, parce que lorsqu'on suit, on le met en position de quelqu'un qui sera en back-office, qui ne jouera plus, qui ne présidera plus les cultes, qui ne fera plus aucune activité paroissiale. Moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire malheureuse de l'abbé Messina, c'est justement se laisser aller, qu'on a souvent l'impression qu'il est existant dans nos églises. On a l'impression que lorsqu'on confie des personnes dans ces lieux de culte, il n'y a plus aucun suivi. L'enquête, les préliminaires de l'enquête nous font savoir que justement, c'est près de 14 filles qui comme ça auraient été, je mets les guillemets, c'est important, violées par l'abbé Messina. Comment est-ce qu'on peut arriver à de pareils manquements? C'était son métier. Nous n'en savons rien, cher Fafé ici. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à de pareils manquements? Mais c'est dangereux. Parce que cela ne suscite l'intérêt ou alors n'attire la curiosité de l'entourage. Donc, le mythe qui est celui du prêtre, l'omerta qui entoure certaines pratiques en ces lieux questionne et interroge en République. Très bien. Nous avons vu justement pour chuter, monsieur et toi, ces réactions qui nous sont venues de partout. Et justement, je précise à ceux qui nous regardent que dans son fonctionnement en tant qu'État, le Vatican protège ses serviteurs. C'est-à-dire qu'un prêtre qui est en difficulté, un archevêque ici, le Vatican réagit, le Vatican questionne, le Vatican interroge. Est-ce que ces hommes de Dieu seraient des citoyens à part, privilégiés, au-dessus des lois? La question se pose. Mais moi, je préconise un peu plus de regard dans ces pratiques, dans les pratiques qui ont lieu dans ces endroits. Vous avez parlé d'hommes de Dieu, hein? Il y a également un grand frère qui me disait, mais parfait, moi je te suggère de ne plus parler des hommes de Dieu. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, est-ce que nous sommes les hommes de Satan? Donc, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'il faut donc dire? Il me dit, dis plutôt les hommes d'église. Bon, et j'ai trouvé sa réaction pertinente. Donc je préfère parler d'hommes d'église. Alors, docteur Rayon, avez-vous l'impression que l'église est en train de lâcher un de ses collègues, un de ses soldats? On est en train de lâcher l'abbé Messina, ou alors l'église est dos au mur? Ouais, la première des choses, c'est de féliciter l'archevêque. Joseph Atanga. Oui, c'est d'abord une félicitation, parce que c'est très difficile de voir les supérieurs qui sanctionnent les subordonnés ou les collaborateurs dans les flagrants délits ou les soupçons qui, en réalité, semblaient avoir beaucoup de preuves. Parce que si l'archevêque prend telle décision, ça veut dire que dans les petites investigations à leur niveau,
ils ont un certain des éléments qui montrent qu'il faut mettre cette personne d'abord hors d'état de nuit ou à réserve. Je pense que si l'Église aujourd'hui peut-être défend, c'est parfois, parce que ce n'est pas tout le temps, c'est parce que l'Église aussi s'est mêlée dans la politique. Vous savez, l'Église catholique au Cameroun, dans plusieurs régions, ne joue pas franc jeu par rapport aux souffrances des populations, par rapport à la malgouvernance qui passe, et certains de ces prêtres sont ceux-là qui incarnent ou qui couvrent ces gens qui font de mauvaises choses sur les autres citoyens. Parce que dans toutes les églises, quand vous partez là-bas et vous voyez comment ceux qui ont des moyens, qu'on ne sait même pas là où ça sort, sont donnés à given son prestige ou sont encouragés, vous vous demandez si l'église a encore ces canons de moralité qu'ils peuvent donner. Bon, je pense qu'il y en a certains qui se distinguent, parce que comme il disait là, que comment ça peut faire qu'on n'a pas pu comprendre. Non, les mauvaises choses se cachent toujours. Et quand un seigneur fait ça avec sa casquette de prêtre sur les mineurs, il a toujours des manières de les manipuler, de ne pas parler. Parfois acheter leur silence. Parfois acheter leur silence. Et parfois à certains niveaux, ça devient comme un jeu entre ceux-là. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir ces choses-là sorties comme ça, mais Dieu a toujours ce fin de mots pour toujours les exposer. Très bien. Donc, je pense qu'à notre niveau, l'Église doit essayer de faire plus. De montrer ces fréons, des flambeaux que nous tous nous pensons qu'il doit avoir. Mais je pense que pour moi, d'abord, la première des choses, c'est de féliciter l'archevêque. Et la deuxième des choses, c'est de dire aux autres qui ne sont pas encore révélés que leur tour arrive. Très bien. Parce que ce n'est pas... oui, c'est juste un peu... C'est une menace. Oui, c'est une menace qui est réelle. Et j'en prends les engagements de cela. Pour dire que les églises, aujourd'hui, n'ont même pas de leçons à donner aux citoyens normaux, parce qu'ils ne montrent pas cet exemple-là. On a vu beaucoup de cas où ils prennent position, surtout sur des choses que nous pensons qu'ils devaient prendre autre position. Très bien. Ça pose problème. Ça pose problème. Docteur Ayon, qui fustige le comportement de l'Église depuis un certain temps dans notre pays. Roger Keck, l'affaire a défrayé la chronique. Elle continue d'ailleurs à en défrayer au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. Cette affaire du prêtre de Berthois, peut-être que comme l'affaire est donc maintenant en justice, on va attendre que la justice fasse son travail, mais de manière générale, on a quand même une impression que l'Église de plus en plus est en train de décevoir. Oui, mais c'est pas toute l'Église, ce sont des comportements humains, des individus. Voyez-vous, l'Église, nous vivons ici à côté de l'Église, vous avez le collège Vogt ici, le collège Saint-Benoît. L'Église a des collèges, des écoles, elle éduque, elle forme, elle a des universités, universités catholiques. L'Église a des hôpitaux, elle a beaucoup œuvré. Et en même temps, elle a des brebis galeuses en son sein. Exactement. Le prêtre qui est originaire de Ndongela, enfin à Ebomouzout, j'ai lu vous avez des noms des villages bizarres. Je l'avais qui est. J'ai vu sa filiation. Vous dites qu'il est d'où? De Ndongela ou de Ebomouzout? Ndongela est un village d'Ebomouzout. Ebomouzout, c'est à Ebebda. Je crois que c'est un village. Il faut comprendre ce qui se passe là. Vous dites que le prêtre est du village et Monsieur l'abbé en question est d'Ebomouzout. Mais vous savez même dans le nom du village? Non, il est de là, c'est un village. Quand vous allez à celui-là, c'est Ebebda. Il est de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'habitude sur les mineurs. Oh là là. Et là, c'était une jeune fille de 16 ans. Et depuis plus d'un an, il mène des assauts répétés sur la gamine. Apparemment, à qui il aurait donné du sida. Parce que le prêtre en question est malade. Il connaît son statut sérologique. Mais il a pris sur lui de contaminer la jeune mineure. C'est de la cruauté, ça, Roger Keck. La fille d'un commissaire de police. Oh là là. Vous savez, nous envoyons nos enfants. Moi, je scolarise mes enfants, par exemple, au collège Saint-Benoît. On les amène, on les envoie, on se dit que c'est Dieu. Ils sont dans un environnement où l'éthique et la morale peuvent primer. Ils lisent la Bible le matin avant de commencer la semaine. Mais si il s'avère que l'autorité morale à qui nous confions nos enfants est finalement le loup caché dans la bergerie, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il vous a dit, on dénombre un certain nombre de jeunes fillettes qui seraient passées à la casserole de monsieur l'abbé. Et là, l'archevêque est à féliciter, comme on l'a dit, parce que l'Église se désengage
comme pour dire qu'elle ne cautionne pas la dérive morale. L'Église laisse l'individu qui est un homme, un citoyen, se frotter à l'épreuve de la justice. Si jamais il est acquitté à la justice, tant mieux. Le processus de réintégration pourrait s'en suivre. Et s'il est condamné comme un homme qui a fauté et qui fait face à la loi, eh bien il ira en prison pour purger sa peine. Le Cameroun n'est pas... D'ailleurs, à Yaoundé, il y a des cas pareils. Vous avez des couples complètement brisés par des prêtres. C'est-à-dire que des femmes mariées, des couples divorcés, du fait de ces pratiques-là. L'autre jour, on a dénombré en France des centaines d'enfants abusés par des prêtres sur plusieurs années. C'est dangereux. La pédophilie de prêtres est un débat aujourd'hui porté par le Vatican. C'est une pratique. Et on vous parle des abus, y compris des abus de jeunes garçons par des sœurs. Y compris des pratiques de sodomie par des prêtres. L'Église aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et l'autre jour, il y a eu un concile en Amazonie, en Amérique latine, où le pape actuel, c'était le mois dernier, a cru devoir obtenir que désormais, on permettra à des laïcs mariés qui font l'objet d'un mariage stable et qui ont été observés par la société de devenir prêtres. Exactement. C'est-à-dire que le célibat de prêtre devient... Parce que ce sont des êtres humains. Ils désirent les femmes. Or, ils ont fait un vœu de chasteté. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que finalement, pour régler ce problème, il va falloir accepter qu'ils aient des femmes? Parce que vous n'imaginez pas une fillette de 16 ans, à peine pubère, qui se trouve dans l'encadrement d'un prêtre. Elle voit l'homme de Dieu, elle voit Dieu. Elle peut se dépouiller, elle peut enlever ses vêtements si le prêtre le lui demande parce qu'elle est en face de Dieu. Et quand ça conduit à des abus, je vais vous dire que ça détruit des vies. Merci, elle peut être traumatisée pour toute la vie et ce n'est pas bon. De toutes les façons, c'est donc une affaire à suivre. Si le prêtre est jugé non coupable, peut-être qu'il retrouvera la soutane, mais s'il est condamné, puisque l'affaire est déjà en justice, il devra tout simplement rendre, entre guillemets, gorge. Maintenant, pour parler comme docteur Ayon, pour tous les autres prêtres, parce qu'il ne serait pas seul, pour tous les autres prêtres qui sont encore cachés, comme leur affaire n'a pas encore été publique, ils pensent qu'ils sont des saints. Un jour, on saura. Marfon et touche pause. C'est ça. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, Espace Mini, c'est le programme. Arnaud Victor Eyada, la dénonciation de ce matin. Oui, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que dénoncer, c'est faire connaître. Alors aujourd'hui, on s'interroge sur un fait qui parfois passe. Je vais justement profiter de l'occasion parce qu'il y a plus d'un journaliste sur ce plateau. Quel est le véritable rôle des cellules de communication dans les ministères au Cameroun? Est-ce que celles-ci communiquent pour le ministère ou alors est-ce qu'elles communiquent pour le ministre? Voyez-vous, il y a actuellement cette situation avec le fait de Malam. Chacun peut dire ce qu'il veut, Honorable peut dire ce qu'il veut, les chroniqueurs du dimanche peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les cellules de communication font? Est-ce qu'elles sont là pour communiquer pour le bien du peuple ou non? Alors je dénonce justement les Celcom de nos ministères ce matin. Dénonciation des Celcom de nos ministères ce matin. Il faut dire que tous les départements ministériels ont des cellules de communication. À la tête de ces cellules, nous trouvons justement, habituellement, sont des journalistes. Ils sont donc des chargés de la communication. Stéphane Marga, oui. Les Celcom au Cameroun font-ils toujours bien leur travail? C'est celle comme des départements ministériels. Ils communiquent pour le ministre ou alors ils communiquent pour les départements ministériels? Avant d'arriver à l'exercice quotidien des tâches qui sont les leurs, précisons d'abord qu'il y a une incongruité au Cameroun.
vous avez précisé, et c'est le cas dans bon nombre de ministères, que les journalistes se retrouvent en position de chargé ou de responsable de la communication. Ce qui n'est pas normal. C'est une incongruité, monsieur Parfait, ici et toi. Il y a une filière qu'on appelle communication des entreprises et des organisations. Ça veut dire que, et à ce niveau, on est dans le corporate, on est dans l'institutionnel. Il faudrait que ceux-là qui sont formés pour faire ce métier soient véritablement... Qu'est-ce que la pratique veut? Aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'un journaliste est en fin de carrière, surtout pour ceux de la chaîne mère, la chaîne nationale, dès qu'il est en retraite, un de ses amis ministres a tout fait de le récupérer, de l'installer là, pour avoir une retraite paisible. Pour avoir une retraite paisible, ça veut dire que ceux qui se forment à l'université, machin, Siantou, ils n'auront pas voix au chapitre dans le métier qu'ils ont appris. Parce que je précise que la communication d'entreprise est différente du journalisme. C'est vrai. C'est deux volets bien différents. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Le CELCOM, qui ne doit justement sa place dans ce ministère qu'à la proximité qu'il a avec le dit ministre, se met plutôt au service du ministre au lieu de se mettre au service du département ministériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en situation de crise, parce que justement, lorsque l'on est formé, il y a la communication de crise. L'exemple que monsieur Yara prend, c'est une situation de crise. Il faudrait une communication adéquate, appropriée à la situation. Mais malheureusement, qu'est-ce que le CELCOM fait? Il attend tout simplement que le ministre se prononce, que le ministre l'oriente, que le ministre prenne la décision politique qui est différente de la décision stratégique du communicant. Alors, on se rend compte que justement, il va obéir à la volonté de son ami ministre, à la volonté de sa tutelle ministre, au lieu de prendre. Parce que pour le cas patent, de quoi a besoin le citoyen ou alors l'opinion? L'opinion a besoin que la vérité soit dite, que la loi soit prescrite, que la norme soit révélée. On parle du ministre Dodo Ndoki ici, dans une transaction un peu douteuse. Il faudrait tout simplement que la cellule de communication reprécise les canaux. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment se fait ce genre de transaction entre un État et des partenaires? À partir du moment où la cellule est amorphe, qu'on attend l'orientation du ministre, qu'on attend peut-être que des hautes instructions parviennent, l'opinion publique va dans tous les sens. Très bien. Libre cours donc à un honorable de prendre la parole, récupérer l'affaire politiquement, sentant le bon fleuron, sentant le filon adéquat, de dire ce qu'il pense et de s'attirer les faveurs, de capitaliser sur sa position politique. Voilà la situation. Il faudrait que les CELCOM apprennent à faire tout simplement leur travail. C'est compris, hein, Stéphane Barraouz. Vous faites allusion là à la fin de votre propos à cette situation également qui tient l'actualité depuis quelques jours. Le gisement de fer entre Kribi et Campo. Oui. On a eu la sortie de l'ami de Roger Kiek, l'honorable Cabral Libi. Il y en a beaucoup. Oui, totalement. Une sortie musclée, hein. Tout à fait. Une sortie musclée, mais jusque-là, nous n'avons pas véritablement le ton qui vient du département ministériel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le répondant, comme les jeunes disent. Il est question aujourd'hui, parce que l'opinion est versatile, et il faudrait, en période pareille, rassurer l'opinion sur la qualité des accords que l'État du Cameroun signe avec les partenaires. Lorsqu'un accord est signé et qu'il fuite, comme c'est le cas, et que tout de suite, on perçoit que l'État a été dupé dans la qualité de l'accord. Il est question que ceux qui sont en charge du dossier, en possession des informations utiles, puissent s'exprimer. Et là, c'est la cellule de communication du ministère des Mines qui devrait répondre à cette opinion-là. Via peut-être un communiqué, via peut-être une conférence de presse, mais il faudrait qu'elle s'exprime, qu'elle ne laisse pas l'opinion en pâture. D'accord. De toutes les façons, je pense que nous-mêmes sommes en train de mener nos enquêtes parlant de cette affaire. Lundi, je pense qu'on prendra ce sujet en direct sur Espace Miné. De quoi s'agit-il dans cette transaction, cette signature entre le ministre des Mines et la partie chinoise? On parle quand même des centaines de milliers, des milliards que le Cameroun devra
perdre dans le cadre justement de cette convention. Lundi, on posera ce problème sur la table parce que le peuple a le droit de savoir. Roger Kiek, on reparle des cellules de communication. C'est celui de communication. Nous avons vu certains ministres, Roger, c'est un exemple, il est ministre de l'enseignement supérieur, il a son CELCOM. Lorsqu'il est ministre de la santé, il amène son CELCOM. Il est ministre des relations extérieures, il amène le même CELCOM. Et ainsi de suite, ainsi de suite. De temps en temps, beaucoup pensent que ces CELCOM ne jouent pas véritablement leur rôle. Oui, parce que les ministres sont des hommes politiques. Vous n'allez pas vous limiter au CELCOM. Vous avez des ministres infirmiers vétérinaires ou je sais pas quoi que vous allez retrouver aux travaux publics. C'est-à-dire que même chez nous, on ne nomme pas en fonction du profil. Ça, il faut qu'on se le dise d'abord. On dira que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce sont des nominations politiques. Maintenant aussi, il peut prendre un cousin, un frère, un proche. C'est une relation de confiance. Mais les professionnels doivent apprendre à être professionnels et à faire le travail parce que un journaliste qui est bien formé a au moins en tronc commun fait la communication. Oui, habituellement en première année, on fait le tronc commun. Et on peut continuer parce que le journalisme n'est qu'une fonction de la communication. Vous avez de la publicité, il y a tellement de fonctions dans la communication. Vous avez le marketing. Dans la communication d'entreprise, vous trouverez la communication interne, externe, communication de crise, etc. Communication institutionnelle. Donc un journaliste, si vous êtes nommé à un poste comme celui-là, vous vous mettez à la page. Vous essayez d'épouser le costume de la fonction. Mais entre-temps, quand même, Roger, il y en a qui se sont formés pour cela. On est d'accord. Pourquoi il faudrait que le journaliste aille se mettre à la page alors qu'il y a des diplômés de la communication d'entreprise? C'est le choix de ceux qui les nomment. C'est toujours la discrétion aussi. Maintenant, je critique ceux qui refusent de bien faire leur travail. Est-ce qu'ils vont se contenter de gérer les budgets? Il faut distribuer les pédiams à la presse et puis couper. Ça part. Mais c'est pas ça. La communication, c'est en interne et c'est en externe. Vous ne condamnez pas l'imposture qui voudrait qu'un journaliste soit à la place d'un communicant. Je dis que j'ai connu des journalistes qui ont été des brillants CELCOM. Sachant que vous avez un journaliste. Parce que la communication institutionnelle au ministère, chez nous, malheureusement, renvoie toujours au contact entre l'institution et le monde extérieur. C'est-à-dire que globalement, c'est-à-dire à l'observation de ce qui se passe chez nous. Ces gens-là sont formés, relations publiques, il y a des multiples formations où on forme des gens, mais c'est celui qui nomme, qui a ses raisons, un peu comme celui qui l'a nommé a eu ses raisons. Mais maintenant, en réalité, les gens refusent d'être... J'ai un brillant jeune frère et collègue, parce que j'ai travaillé avec lui pendant longtemps, il s'appelle David Atemken. Il est que je connais responsable de la communication à l'Union européenne. Oui, moi, j'ai travaillé avec lui sur Madik FM il y a un peu plus de 15 ans. Il fait son boulot à l'Union européenne, qui est une grande... Parce qu'entre-temps, il s'est aussi recyclé, il est à la hauteur de sa tâche. Vous avez beaucoup de brillants journalistes qui ont été dans la... Valentin Zinga, vous avez Eric Benjamin Lamère, qui est actuellement à Cantel. Il y en a, c'est-à-dire on ne peut pas dire que tous sont médiocres. Vous avez Raoul Minlo, Simplice, au port autonome de Douala. On a même notre frérot aussi, au ministère du Travail, Bouga. Oui, voilà, qui est formé. Donc, en réalité, je ne peux pas discréditer le profil. On avait connu également un autre, à l'époque, au ministère de l'économie, le très grand frère Jean Atangana. Mais ils sont nombreux. Qui apportait un travail formidable. Donc, à la question qui défrait la chronique, je vais vous dire où ça. Allez-y, Roger. Une affaire de minerais et des contrats comme ceux-là sont peaufinés depuis la présidence de la République. Vous avez vu un jour les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, exiger la transparence dans les industries extractives. Aucun pays au monde ne livre, parce que même les États-Unis ne seront pas transparents. Ce contrat, quand même, met en scène Exim Bank of China. C'est l'État. Là, quand vous voyez Exim Bank of China, c'est l'État chinois qui va financer ce projet à 70%. Et vous savez que tous les financements chinois, c'est pour le Biya lui-même. Vous l'avez vu en Chine, au sommet Chine-Afrique, en train d'aller chercher... Et si l'on a berné le président? Attendez. Roger, vous voulez défendre? Je ne défends pas, je vais vous révéler quelque chose. Dans les affaires
de diamants, d'or, de pétrole, on ne vous dira jamais toute la vérité. Vous ne saurez jamais dans la Sonara, on ne vous dira jamais. Depuis Aïdjo, d'ailleurs, Aïdjo avait dit que... Est-ce que ça allait bien? Ce qui concerne l'or noir, c'est lui. Occupez-vous de l'or vert. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, vous avez vu l'expérience de la République centrafricaine avec le Bitcoin. Simplement parce que elle est bloquée, elle n'arrive pas à financer son économie par les mécanismes du compte d'opération au Trésor français, par la France FMI. Maintenant, si tu as ton fer, les 2 mamelles de fer de Kribi comme tu les as là, c'est l'un des plus grands gisements au monde, et que tu as besoin d'argent, si tu dis, tu avoues que bon, le contrat, si c'est temps, parce qu'en réalité, on a des accords qui font que l'argent va passer par le compte des opérations en France, une partie va rester là-bas. Si je veux mentir, je mens. Parce qu'un État doit avoir des leviers. Je peux dealer avec l'État chinois, on affiche tel montant, mais par le mécanisme des impôts à payer, j'ai des leviers pour qu'on me donne autre chose que les gens ne vont pas. Parce que tout l'argent... C'est que c'est de la mafia alors? Non, c'est pas de la mafia, c'est des mécanismes de souveraineté. Nous sommes plombés, notre économie est plombée parce qu'en réalité... La souveraineté veut dire... Vous voulez acheter quelque chose. Si vous voulez, c'est la mafia. Parce que vous croyez que l'argent que les États-Unis sont en train de donner à l'Ukraine, mais on est parti sur la planche à billets. On est parti sur la planche à billets. Chaque pays doit avoir ses leviers. Si vous finissez de tout dire, si vous finissez d'avouer que on va me donner 4 000 milliards, vous allez déposer une partie au Trésor français. Mais si vous ne déclarez pas tout, c'est peu comme si vous amenez votre salaire à la maison, 500 000 francs, et vous dites à votre femme, j'ai eu 200 000. Vous gérez les 200 000 et vous avez votre marge de manœuvre pour résoudre toujours les problèmes. Ce n'est pas la mafia. J'ai envie de vous dire que c'est pas... Dodon Doké ne peut pas se lever. Le ministre Dodon Doké ne peut pas se lever et aller signer avec... Non. Exim Bank of China, c'est bel et bien l'État chinois. C'est une affaire entre l'État du Cameroun et l'État chinois. On vous a compris. Mais par contre, si vous attendez qu'un Celcom d'un ministère, pour une affaire aussi stratégique, puisse se lever pour vous dire quelque chose, je crois que ce n'est pas possible. Vous pensez que ce n'est pas possible? Pour des raisons que vous connaissez. Nous avons suivi quand même l'intervention de Cabral. Nous attendons quand même. Il y avait des députés. Moustapha Saya et d'autres députés étaient présents. Finalement, nous allons nous contenter de ce que nous dit Cabral. Tout à fait. Et proposer le problème au Parlement. Puisqu'il est au Parlement. Mais Roger, pourquoi vous défendez le Parlement? Non, je dis qu'il peut ouvrir une enquête parlementaire au Parlement. Parce que c'est pas dans la rue. Est-ce que vous pouvez... Cabral n'est pas dans la rue. Attendez un peu. C'est pas sur Facebook. Vous là, parfait ici, monsieur le directeur général. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur Facebook? Ne prenez pas les exemples de transactions. Non, ces choses-là, on est dans un contexte très délicat, très compliqué. On ne dit pas toutes ces choses-là. C'est vrai que ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, mais comme l'actualité est brûlante, Roger a essayé d'analyser légèrement. Voilà. Nous reviendrons de manière un peu plus approfondie sur cette actualité en début de semaine, mais nous parlions des Celcom. Alors, le rôle du Celcom, il se résout, ou alors il se réduit simplement à donner quelques billets de banque aux journalistes, c'est terminé. Et à leur dire ce qu'ils vont écrire. Et à leur dire ce qu'ils doivent aller écrire. Oui. Vous savez, quand vous avez évoqué ce sujet, j'ai ri parce que dès que le problème s'est posé, j'ai appelé quelques-uns dans ces Celcom que vous dites là. Et la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'ils attendent le feu vert de la Maison Blanche. Voilà. Pour se prononcer. Exact. C'est le fait. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas l'indépendance de travailler comme ils doivent le faire. Et de deux, comme le grand frère disait là, c'est clair que ce contrat n'a pas été signé entre le ministre et les Chinois. C'est le Cameroun et la présidente de la République, soyons clairs, qui a signé. Et on a plutôt utilisé le ministre comme le responsable de ce ministère chargé de cela. Les minerais, l'exploitation des minerais au Cameroun n'est pas la chose publique. Ça ne nous concerne pas. Les choses cachées. Ce n'est pas à notre niveau. Mais pas parce que ce n'est pas à notre niveau. C'est la mafia. Non, c'est la mafia. On doit donc se contenter de la mafia et on se tait. On ne peut pas se taire parce que c'est pour ça que moi j'ai félicité l'honorable Cabral.
je le félicite. Et si j'ai même le moyen de lui encourager, je le ferai. Si c'était une élection présidentielle qui se basait sur ce choix, je le votais. Je vais le voter pour cela. Donc, malgré que c'est une affaire président, non, il ne parlera pas. Il ne parlera plus, mais il nous aura déjà montré le temps. Non, il nous aura déjà donné le temps pour aussi le poursuivre. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui parlent maintenant parce qu'ils ne sont pas à ce niveau. Ils utilisent ça pour les stratégies politiques que nous connaissons déjà. Mais d'abord, c'est déjà un début de dénoncer. Parce que quand ils dénoncent, ça nous donne le temps aussi de poser des questions. C'est pour cela que vous allez faire des investigations profondes pour savoir ce qui se passe. Parce que comme on dit là, la personne, quand j'ai insisté pour vouloir savoir ce qu'il pense, il m'a plutôt envoyé la cour des minières du Cameroun. Voilà. Même s'il existait une cour, ce n'est pas parce qu'il y a une cour que le contrat a été signé en appliquant les codes. Nous savons les lois qui existent au pays, et quand on va aller faire les contrats, on met ça à côté et on signe par rapport aux exigences qui se posent, qui ne sont pas toujours réelles et correctes. Donc moi je pense que par rapport à cette affaire-là, le gouvernement a fauté et ils sont exposés. Et maintenant ils sont en train de concocter ce qu'ils peuvent donner au public pour nous contacter de savoir qu'ils ne peuvent pas faire cela contre le Cameroun. Pour shooter, regardons ce qui se passe avec le pétrole qui sont du sud-ouest. Quand on a construit la Sonara, on savait très bien que le pétrole camerounais était, on appelle ça heavy crude. Heavy crude, that's lourd. Ok? On a construit la Sonara pour raffiner le pétrole léger. Incroyable. Comme si on avait construit la Sonara avant de découvrir excusez-moi mon français, c'est vrai, dans les téléspectateurs dans les expressions anglaises. Ils ont plutôt construit un Sonara qui est inadapté. Pourquoi? Parce que quand maintenant on extracte le pétrole lourd, ça part d'abord par Total. On casse ça pour le faire léger. Et puis on ramène à Sonara. Parce que dans de l'eau, tu as du bitume. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc toutes ces choses-là restent en France. Et puis la Total, c'est de la Total qui a été concernée. Et puis la Total ramène cela maintenant à Sonara. Oui, pour maintenant faire ce qui s'est passé là. Oui. Et maintenant, ils ont aussi pris le contrôle pour le feu qui avait passé là. La Total avait une fois désisté à cause des choses financières. Il ne faisait pas le suivi on appelle ça security services concerning la flamme. Comme on a brûlé là. C'était le problème réel, c'était la Total qui a causé cela. Ah bon? Oui, c'est la Total qui est responsable. Vous assumez? J'assume tous mes propos parce que je sais ce que je dis. Donc pour cet aspect des minerais là, ça peut nous donner beaucoup d'argent. Et il y en a beaucoup encore qui sont là, qui sont exploités. C'est compris. En cachette. C'est compris, docteur. Donc, je pense que je vais remercier le Ronald. Et je pense qu'ils doivent continuer comme ça parce que leur voix dans l'Assemblée ne comptait pas. Et ils savent pourquoi ils sont partis là-bas. Donc, ils vont comment utiliser ça pour se positionner. De toutes les façons, lorsque vous avez suivi le frère et l'ami Cabral Libi au sujet de ce problème, je vous assure, ça vous donne froid. Vous avez suivi cette vidéo à deux reprises. Ça vous donne froid. Une petite chose. Ça vous donne froid. Il parle avec beaucoup de confiance. Une petite chose. Oui, Roger. Chaque fois que vous parlez du contrat de l'entraîneur de football, n'est-ce pas, j'ai appris que l'argent qu'on donne à l'entraîneur, une partie revient par le bas. Vous savez ce qu'on appelle les bakshish. C'est comme ça les affaires de pétrole. Des fois, vous pouvez signer ce contrat de Roger, notre rôle ici est de savoir si c'est normal. Voici la réalité. Le problème, vous pouvez signer ce contrat comme vous l'avez vu là. Vous voyez les chiffres qu'on vous a donnés, mais la contrepartie, ça peut être des équipements militaires. Par exemple, quand on a eu des hélicoptères russes pour mener la guerre contre Boko Haram, personne parmi vous nous a montré un jour une transaction où on achetait ces équipements. On avait vu que les équipements étaient déjà au Cameroun. Ces grands pays-là, j'ai vu un pays comme l'Angola, qui a payé ses hélicoptères, ses équipements, en échange de gisements de pétrole. Si on nous donne notre argent, c'est-à-dire s'il y a des clubs, là je m'en tiens, nous disons que ce n'est pas bien. C'est que on dit notre argent normalement, nous-mêmes nous pourrons acheter ça le problème. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça doit se passer comme ça. Ça se passe dans les autres pays. Oui, il y a c'est pas qu'on a plus beaucoup de temps. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est vraiment en une minute. En une minute, c'est même trop. Je pense que
le développement de monsieur Eyan me réconforte. Si on exploite notre pétrole sans nous informer, ça veut dire qu'il y a vraiment 500 milliards à la présidence. Ça commence à me poser problème. Si véritablement on ne doit pas rendre compte aux Camerounais sur cet effet, ça veut dire que nous n'existons pas. Communiquer, c'est exister. Si on ne communique pas avec nous, ça veut dire qu'on a considéré qu'on n'existe pas. Pourquoi aujourd'hui on s'offusque de ces gros chiffres? C'est parce que le train quotidien des Camerounais laisse à désirer. Si on mangeait un peu à notre faim, même s'ils exploitaient tous en l'air et nous dire. Et je sors sur la dénonciation. Moi, je pense que quand on dit cellule, à partir de là, il y a un problème. Moi, j'ai eu la chance de faire la cellule dans ces pays, comme tout bon journaliste. Et la cellule est la plus petite chambre, soit d'un commissariat, soit d'une gendarmerie. Alors, quand on dit la cellule, c'est tellement réducteur. Il nous faut les directions de communication. Et si on a des directions de communication, on aura moins de problèmes. Il y aura peut-être toujours du copinage, mais à la tête de direction, on va mettre des gens qui sont rompus à la tâche. Il y a même des problèmes comme les mines. Il faut un expert en mine pour communiquer. Un journaliste là ne peut pas se lever pour aller communiquer sur la mine. C'est compris, Arnaud Victor. Disons rapidement que par rapport véritablement à la dénonciation, même si nous nous sommes éloignés de cette dénonciation, il est normal qu'à la tête des cellules de communication et peut-être prochainement des directions de communication. J'avoue que dans certains départements, il y a des directions. Mais habituellement, ce sont des cellules que nous ayons véritablement des professionnels du domaine. Nous sommes d'accord qu'il y a certains journalistes qui ont été selcom dans ces départements ministériels, qui ont fait du bon boulot. On a cité quelques exemples. Parce qu'ils ont un excellent parcours dans leur formation. Entre-temps, l'affaire de jugement de fer de Kribi Campo, nous y reviendrons de manière plus profonde en début de semaine sur Espace Miné, la pub. Nothing is affected. Vision Assurance. You are assuredly in good hands. Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobondes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires. La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois, sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain. La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences Doja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. Mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Retour sur le plateau Espace Miné. Nous allons lire quelques messages. C'est vrai que c'est un foisonnement de messages pour l'instant. Alors,
Nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto. Toujours dans le choix qualificatif, qualitatif des invités. Bonjour spécial au recteur Roger Kiek de Kiki. Ton ami Landry et chez moi. Merci. Autre message. Bonjour, Perfecto et aux panélistes. Vraiment, trop de problèmes dans ce pays. Pardon, vendons une fois le prix chinois. On se partage l'argent. C'est signé Lopez Douala Japoma. Ça, c'est une proposition extrême, hein, qu'on vende le pays aux Chinois et qu'on se partage de l'argent. Message venant de plus en plus d'un monsieur qui est devenu de plus en plus fidèle, hein, le 226. C'est quel pays là? Bonjour parfait, comme ton nom l'indique, bon sujet, dénoncer les cellules de communication des structures administratives. C'est le propre du Cameroun. Ceci s'explique par la politisation de l'administration publique, une administration de faveur qui renvoie au tribalisme, au favoritisme et le repli régional. Cette lourdeur pénalise le bon fonctionnement des affaires de l'État. Merci Eyada pour l'objet de la dénonciation. Eh bien, continuez à toiletter l'esprit lugubre de ceux qui entravent la bonne marche de la société. Il est bien vrai que c'est difficile en un clic, mais à force de dénoncer, ça finira par porter des fruits. Paul depuis Ouaga. Paul est devenu un fidèle téléspectateur. Hein? Paul depuis Ouaga. Autre message ce matin. Bonjour le plateau, parfait, allez avec prudence, tu t'aventures sur une piste glissante, l'église catholique romaine, parlez-en sans ironiser, sans emporter des jugements de valeur. Attention parfait, ce n'est pas une menace, Jean de Yaoundé, mais ça a tout l'air. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la note de l'archevêque, c'est Joseph Atanga lui-même qui parle, qui met son prêtre de côté. Maintenant on me dit, ah, parfait, va doucement. Attention parfait. Attention parfait, attention, tu t'engages sur un terrain glissant. Finalement, on fait comment? On ne parle que ce n'est pas des menaces. Voilà. Tout le monde a le potentiel de vous menacer. Vraiment. On sortait sur quoi pour nous menacer. Autre message, bonjour à vous. Merci pour ce sujet fort intéressant. J'approuve l'intervention de votre premier panéliste journaliste qui s'est bien exprimé sur le rôle qu'un CELCOM devrait jouer relativement à la formation offerte aux étudiants en communication des organisations. Dans son propos, il a également mentionné le fait qu'il faille que l'opinion soit bien éclairé une fois que l'information sur de tels contrats fuite, ce qui est aussi logique. À ce niveau, ma modeste proposition est donc que l'État intègre également une transparence en amont. Autrement dit, ce n'est pas par l'entremise d'un député et via des réseaux sociaux qu'il serait bon de découvrir des informations qui ne sont pas censées être confidentielles. Cela est juste une suggestion. Bonne suite d'émission. Merci. Autre message, parfait. Je loue la dextérité avec laquelle vous conduisez cette émission. S'il vous plaît, dire homme d'église, il n'y a pas de différence avec homme de Dieu. Le mot approprié, c'est l'homme de religion. C'est Manga depuis Ebolova. Merci Manga. Autre message, l'archevêque de Berthois n'a fait que respecter le droit canonique. S'il ne l'avait pas fait, il aurait enfreint la loi de l'église. Maintenant, attendons de voir s'il est reconnu coupable et emprisonné. Alors, il sera de facto soumis à une procédure canonique dont l'issue peut être la laïcisation pure et simple. Christian de Kribi qui envoie le message. J'ai aussi l'impression qu'on est de plus en plus suivi à Kribi. Hein? Un message qui vient du 241. Gabon. C'est le Gabon. Bonjour parfait. Enfin, je vous retrouve. Bien merci. C'est Jackpot. Merci. Autre message, bonjour Perfecto et au panel, parlant d'église, je suis d'avis avec le docteur Eyon. Perfecto, c'est quoi des noms de villages bizarres et Bonzout et Bon-Élan, Germaine, voix depuis Déa. Ce sont les noms de nos villages, mon frère. C'est Roger qui a amené les noms des villages. Ce sont des villages qui existent.
Bonjour Perfecto, joli panel, excellent casting. Si l'unité nationale de notre pays est mise en mal aujourd'hui, c'est à cause de la gouvernance chaotique de notre pays. Nous, les jeunes, avons fondé beaucoup d'espoir en l'année 2025. C'est François Thierry Mba des Bolova qui envoie le message. Bonjour le sac de modérateurs et bon retour sur les antennes. Roger Boy depuis San Mélima, fan de vous jusqu'à la gare. Merci. Autre message. Le message nous vient de Verna, c'est une fidèle téléspectatrice aussi. Bonjour au grand panel. Mine. Un bonjour spécial à mon ami virtuel depuis près de 10 ans, le grand Kiek de Kiki. Bonne fête de l'unité à tous. Mon vœu que la paix revienne aux eaux. Verna est ton ami virtuel depuis au moins 10 ans. Oui, tout à fait. Je lui dis bonjour. Verna, Roger qui te dit bonjour. Bonjour. Eto est là pour assainir, redresser et impulser une dynamique futuriste qui honore le Cameroun. Il va y réussir au vu de son enthousiasme et les moyens dont il dispose pour sa politique. Que les Camerounais sautent sur cette opportunité pour mieux apprécier ce dont la jeunesse est capable. Dans notre pays, les démissions ne sont donc pas une surprise pour toute personne avertie. Bonjour Monsieur Parfait ici, très belle émission, c'est impressionnant. Comment vous avez déjà bouleversé l'univers de la télévision en juste une semaine. J'aimerais bien que vous invitiez Monsieur Francis Bonga un de ces jours dans votre émission. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Nous serons avec toi pour toujours et pour des siècles et des siècles. Amen. Waouh. C'est Franck depuis Emmanuel qui envoie le message. Je m'arrête jusque là. Franck dit qu'en une semaine, j'ai déjà bouleversé l'univers de la télévision. Je vous ai dit que si ailleurs c'était bon, ici ce sera la magie. J'en prends l'engagement. Docteur Rayon, ce matin, nous revenons sur ce que le mouvement avait baptisé OTS, traduction. On a trop supporté. Nous avons même connu TCT, trop c'est trop. Il y a même eu d'autres mouvements encore au niveau de l'enseignement, avec pour ancrage la revendication. Le gouvernement de la République a eu à négocier avec les grévistes pour trouver un terrain d'entente. Mais avant-hier encore, nous avons eu une autre où certains faisaient comprendre que les examens scolaires de cette année seront fortement menacés. Et cela nous amène à poser la question ce matin, si au niveau de ces mouvements, l'on n'a définitivement pas trouvé un terrain d'entente. Où en est-on avec ces mouvements au niveau de l'enseignement au Cameroun? Merci bien pour la question. D'abord, je dois commencer en disant que, comme nous tous nous savons, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui date de plusieurs dizaines d'années, pas même 5 ans ou 10 ans. Ça fait une dizaine d'années que ce problème-là est là. Et comme d'habitude, on a pensé que on pouvait prolonger et résoudre ça dans les manières progressives, comme ça se fait toujours. Ne sachant pas que, comme M. Yada a dit, quand on cache, ça pourrit. Et quand on sèche, ça sèche. Parce que c'est ça le problème. Quand on faisait tout ça, cette catégorie de travailleurs fonctionnaires camerounais qui sont dans la classe sociale le plus bas ne pouvaient pas agir en commun et en groupe parce qu'il n'y avait pas de leader charismatique qui pouvait porter cela. Toutefois que les trade unions, je sais pas qu'on appelle ça, les syndicats des enseignants posaient ce problème, on cherchait toujours des moyens à les infiltrer et à calmer le problème. Et donc, à un certain moment, c'est arrivé à un niveau où ceux-là qui étaient des victimes ont décidé de prendre le taureau par la corne. Parce que ceux qui parlaient pour les enseignants avaient des problèmes, mais n'étaient pas les victimes extrêmes. Par exemple, quand ceux qui revendiquent les salaires, qui ne sont pas payés, c'est différent avec quelqu'un qui a depuis au moins 15 ans. Exact. Il y a quelqu'un qui a des salaires. Quand certains revendiquent les avancements, il y en a certains qui ont déjà perçu jusqu'à un certain niveau. Quand certains revendiquent les transferts, les affectations, surtout sur le code camerounais qui dit matrimonial. Donc, quand vous êtes marié, on doit vous affecter là où votre femme est, ou le couple, pour ne pas séparer le couple. C'est un politique camerounais du gouvernement. Donc, on ne le respecte pas. Certains avaient déjà cherché les moyens de cela. Donc, OTS est venu parce que
ceux-là qui étaient les victimes, comment je peux dire ça précis, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Et quand ils ont pris, ceux-là qui avaient déjà les cachettes et les petits avantages, mais qui souffraient aussi, ont plutôt suivi ce groupe-là. Et donc, je peux dire que la première des choses que le gouvernement a fait, c'était bien de d'abord reconnaître ce problème. Sans beaucoup de ce qu'ils ont fait dans la crise de Nozo. Oui. Donc, au début, tout le monde a accepté qu'il y avait un problème. Ce qui a d'abord calmé des esprits. Maintenant, quand on est allé dans les négociations qui se faisaient déjà avec Madame la ministre, presque tous les mercredis, parce que j'en suis conscient de cela, elle faisait des visioconférences avec ses procès. Mais elle, ce qu'elle pouvait faire, c'est toujours de les calmer. Elle les calmait et elle les promettait que je prendrai votre dossier personnellement pour aller et dans tel moment vous aurez à voir ceci. Et ils suivaient. Mais à un certain moment, même Madame la ministre a été calée. Elle ne pouvait plus avancer dans ses promesses. C'est pour ça que cela a débordé sur la voie publique. Parce qu'avant que ça ne sorte, ça se traitait en interne avec la ministre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, comme vous avez dit? Il y a tellement de problèmes, comme on a déjà, peut-être on ne va pas revenir sur les problèmes fixes. Oui, mais ça nous intéresse plus. Oui, mais maintenant, pour la solution, la suite. Oui, la suite maintenant, c'est que on a déjà commencé véritablement à résoudre certains de ces problèmes. Mais à présent, pour être honnête, certains problèmes ont déjà été résolus. Concrètement, avec précision et avec efficacité. Il faut le dire. Oui, il faut avec efficacité. Parce que, par exemple, c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que les enseignants qui sortent de l'école perçoivent la partie de leur salaire après 5 mois. 5 à 6 mois. C'est inédit. Oui, c'est inédit. Ça ne se faisait pas. Donc, ceux qui ont sorti à l'école en décembre, on dira le salaire, même si c'est le 2/3. Mais au moins, ils peuvent commencer la vie avec cela en attendant. Et ceux-là qui avaient des problèmes de 2/3, certains ont été déjà résolus. Ils ont déjà le salaire complet. Et on attend que ce mois, comme c'est promet, on va ajouter certaines prestations, some advantages, certains avantages. Ils seront ajoutés ce mois de mai. Oui, ok, ce mois de mai. Donc, si ça passe aussi, ça veut dire qu'il y a déjà un bon sens en train de faire. Parce que la réalité, c'est que ce problème a été déjà trop accumulé. Il y a déjà trop de problèmes qui ne peuvent même pas être résolus dans 2 ans. Je peux vous assurer. On parle d'une dette de 180 milliards. Oui, et même le processus des dossiers administratifs, ça ne peut pas se passer dans moins de 2 ans. Parce que c'est déjà trop accumulé à un certain niveau où il faudra d'abord changer l'institution. Le format de traitement des dossiers pour avancer. Roger Ekiek de Kiki, Dr Rayon a été clair. Certains problèmes ont déjà connu des solutions. Mais comment comprendre donc certains enseignants veuillent encore inquiéter et veut encore menacer, surtout les examens, parlant des examens de fin d'année, je pense qui ont déjà débuté. L'entrée en 6e, c'était il y a 2 jours. Bientôt, nous allons avoir le baccalauréat et tout ce qui va avec. N'est-il pas temps, c'est une question, que nos amis enseignants essaient quand même aussi de baisser la garde? Le président de la République avait pris la mesure du problème, ce qu'il dit, et il a donné la parole présidentielle. Et il y a eu des effets immédiats. Parce qu'il y a des jeunes gens qui débutent leur carrière, qui ont commencé à passer à la caisse. C'est-à-dire, les salaires sont réguliers et les autres avantages suivent selon un chronogramme qui avait été préalablement établi. Excusez-moi, j'ajoute une chose. Oui, et ce groupe-là a d'avantages parce que le gouvernement a aussi pris certaines mesures pour les payer ce qu'ils devraient. Oui. Donc, ceux-là qui ont commencé à prendre les salaires, le gouvernement a résolu le problème pour tout Oden. Oui. Et le gouvernement ne les doit pas les arrêter. Voilà. Parce qu'on a payé les arrêtés avant de commencer à payer les salaires. Ce qui ne passait pas. Donc, le gouvernement est de bonne foi. C'est ce que tout le monde est en train de constater. Et en ce moment, le Cameroun se bat pour trouver de l'argent. On a une crise de liquidité. Vous voyez, l'État mobilise des emprunts, etc. Ça demande du temps. Mobiliser 200, 300 milliards, ça ne se fait pas comme ça. Compte tenu des contraintes que nous avons vis-à-vis du Fonds monétaire international, nous sommes en plein triennat. Il faut aussi quand même que certains n'aient pas la mauvaise foi, parce que l'instrumentalisation va rentrer derrière tout cela, comme il était en train de dire. C'est-à-dire que des gens vont vouloir instrumentaliser ce phénomène pour essayer d'aller... Vous pensez que lorsqu'on parlait justement d'instrumentalisation, non, parce que le processus, ce n'était pas une vue de l'esprit. Non, c'est pas, le processus est acquis.
je connais des jeunes gens qui sont très contents, qui ont commencé à prendre leur argent, acheter. Et il y a la garantie que désormais, et le processus de traitement des dossiers a été revu et accéléré au niveau du ministère de la fonction publique. Ce qui n'était pas une réalité hier est en train de se faire. Et je crois que en matière de négociation, il faut savoir faire des concessions. Quand quelqu'un vous donne 50%, vous observez d'abord, quand vous a donné 50%, et vous essayez d'être patient, parce que la dette est quérable. La dette, le principe de la dette est qu'elle est quérable. Maintenant, il y a comme une instrumentalisation, puisque le Cameroun a trop de problèmes en ce moment. On ne peut pas, tous les problèmes à la fois, on ne peut pas. À la police, vous avez des problèmes. Vous avez toute une promotion de policiers, entrée, sortie, sans avoir passé le concours. Il y a des problèmes. Comment ça? Je vous dis, il y a des problèmes. Et ils ont fait comment pour être formels? Comment on a fait avec les OTS? Des ministres se sont lancés comme dans des slogans de campagne électorale, parce qu'il y a des élections, ont recruté des gens sans être sûr que l'État a des ressources pour les payer. Enseignement supérieur, patron, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça dit des gens prenaient sur eux de recruter des gens sans être sûr. Des promesses de campagne. Si tu veux. Parce que la politique domine tout ici. Donc c'est ça. On se retrouve dans des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais maintenant, ces problèmes, il faut les résoudre petit à petit. Petit à petit, c'est pas par une baguette magique. C'est pour ça que moi je profiterai d'un plateau comme celui-ci pour demander d'être patient et indulgent. Nous avons voulu juger le gouvernement au pied du mur, mais nous voyons qu'il est de bonne foi. Parce que moi, personnellement, je connais des enseignants et on est d'ailleurs en train de résoudre. Certains maîtres des parents sont à nouveau en train d'être contractualisés. Ce sont des processus qui obéissent à un chronogramme. Et à un chronogramme, il faut que les gens soient quand même patients. Stéphane Mbarga, selon Roger Kiek, il faut que nos amis, nos frères enseignants soient patients. Pour l'heure, pour reprendre son expression, le gouvernement a déjà montré sa bonne foi. Alors, d'où vient-il donc que certains veulent toujours être, j'ai failli dire, arc-boutés sur leur position? Et c'est là où Roger soupçonne encore cette instrumentalisation. Est-ce que l'affaire ne serait pas aussi en train de vouloir être politisée? Alors, pour avoir longtemps épilogué sur cette question OTS, je voudrais préciser que il faudrait faire attention aux symboles. Beaucoup de symboles de souveraineté ont été foulés aux pieds lorsque l'on a évoqué cette affaire OTS. Prenons la parole. Roger, le grand frère, a évoqué la parole présidentielle. La parole présidentielle a été foulée aux pieds. Madame la ministre et le docteur le disaient, à un moment, à faire des promesses, elle a été incapable de les assumer. Donc, à un moment, la parole qui est vie, la parole qui est engagement, la parole qui est sacrée, la parole qui est autorité de l'État du Cameroun n'a plus été assumée. Et à un moment, à force de dire des choses qui ne se concrétisent pas, vos interlocuteurs en face se rendent compte que vous n'êtes plus sérieux. C'est ce qui a amené à ce ras-le-bol de la part des enseignants. Parce que personne, enseignant, n'a vocation à voir au Cameroun une année blanche. Personne, en tant qu'enseignant, n'a vocation à voir les enfants à la maison. Personne, en tant qu'enseignant formé et qualifié, n'a vocation à ce que la qualité de l'éducation de nos enfants soit diluée. Donc, le premier prisme, axe de réflexion, c'est la parole. Il est temps que la parole de l'État redevienne ce qu'elle était. Cette parole puissante qui faisait que lorsque l'État s'engage, on sait que les actions vont suivre. Il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu très peu d'actions. Voilà le premier axe. Maintenant, le second axe qui amène à cette radicalisation des enseignants, c'est la perception qui est donnée. Comment est-ce que vous expliquez que dans certaines administrations, on ne va pas faire le procès de certains, mais à l'ENAM, le jour où vous entrez, le mois qui suit, vous avez vos émoluments. Pourquoi un enseignant devrait attendre 5 ans avant qu'on ne pense à lui? Vous décriez cette injustice. C'est une injustice. 10. Nous avons vu M. Aminou qui est mort. Après 10 ans. Après 10 ans. Après 10 ans, c'est là où on se souvient de lui. Le malheureux, c'est lorsqu'on engage ces émoluments qu'il décède. Alors, la perception de l'enseignant. Les enseignants ont eu l'impression qu'ils ne sont plus considérés par l'État qui leur a donné justement cette mission souveraine de formation des enfants. Alors,
cette perception a fait à ce que, justement, ils considèrent qu'ils méritent mieux. Et ils s'en sont arrivés à cette radicalisation. Quand vous ne nous considérez pas, on va voir qui est qui dans la société. Et justement, très vite on s'est rendu compte que la place de l'enseignant est souveraine. Elle ne se négocie pas. Parce que dès qu'on met des bémols sur la qualité de l'éducation au Cameroun, sur la qualité de l'enseignement prodigué, très vite la société devient ce qu'elle est aujourd'hui. Avec ses partous, avec ces choses que nous décrions à longueur de journée. Des choses bizarres. Donc, pour chuter Stéphane. Monsieur ici, ok, je vais chuter en disant que il ne voulait pas chuter. Le troisième axe lequel je voulais dire... Vous avez trop d'axes là. Chutons avec le troisième. Le troisième axe, c'était le rythme qui est donné à ces instructions du président de la République. Beaucoup estimaient que, ailleurs, lorsqu'il a été question de Cannes par exemple, on a vu des tasses déployées avec un... L'argent est sorti immédiatement. Avec des instructions qui s'appliquaient. Mais pourquoi lorsque les questions... Le jeu est plus important que la tête? Peut-être. Merci Stéphane. Hein? Je pose ma question. Et le jeu serait-il plus important que la tête au Cameroun? Non, pour jouer, il faut avoir la tête. Donc les deux vont ensemble. Celui qui a choisi le football a choisi, celui qui a choisi l'enseignement a choisi. Donc tous sont utiles à notre société. Donc je pense que nous avons besoin des footballeurs et des enseignants, tout le monde. Tout à fait. Bien, il faut dire ici que je vais répondre directement à la question. Au TSMO. Ah bon? Il y aura bel et bien les examens officiels. Il y a eu le concours. C'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Et parmi les résolutions du gouvernement, je vais m'attarder sur deux. Allez-y. Qui jusqu'ici ne sont pas effectives. Et on ne parle pas de la première résolution. Beaucoup d'enseignants se plaignent du fait que pour entrer en possession de leur dû, que ce soit le rappel, que ce soit les primes de logement, indemnité, avancement, on leur demanderait dans un certain ministère un certain pourcentage. Ça va parfois jusqu'à 30%. C'est une réalité. Alors parmi les résolutions, j'aimerais que le gouvernement s'attarde particulièrement sur celle-là. Est-ce que le ministre Joseph Lé est au courant des fameux 30%? Encore que ce n'est pas dans son ministère que ça se passe. Parce que c'est simple. Est-ce qu'au ministère des Finances, on est au courant? C'est peut-être là-bas que ça se passe. Est-ce que lui, Paul Motazé, est donc au courant? Je ne sais pas. C'est pourquoi nous aussi nous sommes ici. Nous allons jouer le rôle de son le ministre, lui, Paul Motazé, suit l'émission, il faut donc qu'il soit au courant. Tout à fait. Dans son département ministériel, on demande aux enseignants 30%. Et qu'il aurait dans son département des démarcheurs qui ne sont même pas ses employés directs. C'est-à-dire vous allez tout trouver là, ils traînent tout autour du ministère. Quand vous arrivez, vous commencez à vous poser la question. Bulletin de solde, avancement, c'est lui qui vous pose la question. Il n'est rien. Mais allez voir l'investissement de ces gens. C'est l'argent de la sueur des Camerounais nobles. Ça c'est bien. De deux, le 5 décembre 2000, le président de la République a signé un décret sur le statut particulier de l'enseignant. Oui. Nous sommes en 2022, 22 ans après. Il n'est pas appliqué. Pourquoi? C'est quoi le statut particulier? Quand vous prenez un corps comme la police, pour faire simple, ils ont déjà un statut quand particulier. Vous allez passer un certain nombre d'années, vous changez de grade. Et quand vous changez de grade, il y a un impact positif sur votre salaire. Naturellement. Ça veut dire que pour l'enseignant, si vous êtes sorti de l'école, je prends un exemple, après 5 ans, vous devriez peut-être passer surveillant général et cela devra avoir un impact sur votre salaire. Alors, je vous pose une question, Arnaud. Est-ce que les enseignants, à un moment donné aussi, dans la démarche de leurs revendications, n'avaient pas fait une erreur? Je m'explique. Ils ont posé un certain nombre de problèmes. Or, ce sont les mêmes problèmes qui entrent dans ce que l'on appelle ici le statut particulier de l'enseignant. Est-ce que ça ne devait pas être mieux que les enseignants posent un seul problème? Nous voulons l'application du statut particulier. Ça ne pourrait pas être seulement ça. Parce que dans l'application du statut particulier, il n'y avait par exemple pas le cas que vous avez corrigé le baccalauréat depuis 2020 2022, on ne vous a pas payé. Il y avait ça parmi les revendications. Et les frais sont disponibles. Quand les frères, c'est OTS qui diligente justement. Le président avait débloqué un certain nombre de milliards. 1 milliard et poussière. Et on a justement payé 200 millions, je crois. On a payé. Donc vous voyez que vous allez aller dans les établissements aujourd'hui, vous allez trouver un enseignant qui est à 25 ans de service. Et c'est quand il reste un an pour avoir 60 ans pour aller à la retraite,
qu'on fait de lui surveillant général. Un homme de 60 ans peut poursuivre un élève qui a fumé le champ. Un homme de 60 ans, oui, ça peut poursuivre un élève qui a consommé la drogue à l'école. C'est ça le problème. Voilà le nœud du problème ici. Bon, on aura beau résoudre tous les problèmes comme on est en train de les résoudre là. Je dis bien qu'on est en train de les résoudre. Mais on risquera encore couvrir certains. C'est compliqué. C'est vrai aussi que Roger, que vous avez à ce que vous voulez dire, mais je vous pose quand même une petite préoccupation. Elle n'est même pas petite. C'est une réelle préoccupation. À l'époque, j'étais au lycée de la Cité Verte. On avait un enseignant de français qui était à la soixantaine. Et vous savez ce qui se passait? Dans le même établissement, celui qui était proviseur avait été son élève. Oui. C'est-à-dire que lui, il nous enseignait en terminale, professeur de français, et le proviseur du lycée avait été son élève. Ouais. Alors, c'est quoi cette frustration? C'est ce qu'il vous a dit, le statut particulier n'est pas appliqué. Le statut particulier n'est pas appliqué. Si vous avez le parapluie et les godasses, comme on l'a souvent dit, vous êtes fils de tel, vous pouvez rapidement avancer, parce que le statut règle le problème des avancements. C'est-à-dire, c'est clair. Vous avancez sans entrave, sans blocage. C'est très important. Et je reviens à ce que, tout à l'heure, il reposait les problèmes. Les problèmes ont déjà été posés et recensés. On a commencé à résoudre certains. À les résoudre. Et je crois que je ne vois pas. Les examens seront là. Les enfants vont à l'école. Il y aura des examens. Et il faut éviter la récupération. Parce que vous insistez. Il y a des gens qui veulent tout récupérer. C'est-à-dire que, même vous parliez tout à l'heure du 20 mai. Non, mais moi, je connais des gens qui sont partis en mission avancée du chef de l'État dans ses services sécuritaires, qui sont revenus au Cameroun avant-hier. Le président devait arriver hier. Et vous avez vu les perturbations, le ciel. On a perdu un avion il y a quelques jours parce que la pilote s'est engagée à le faire décoller alors que le ciel était noir. Le taux de pluie qu'il y a eu hier, je crois, ne permettait pas à un avion de prendre le risque. Moi, j'ai déjà vu l'avion présidentiel venir à Yaoundé et repartir sur Douala. Moi, j'ai déjà vu ici. Le président est annoncé. Il était attendu. Et il y aura défilé. Mais bon, c'est pas le parler avec une grande aisance. Mais si, puisque l'investigation, c'est quoi? Vous discutez avec les gens, vous voyez, hier, il y a eu répétition générale. Il y a des bonnes sources. Tous les réglages sont faits là. Tous les réglages sont faits au centre-ville. Les troupes sont là. Les troupes sont parties de Moutenguéné, de partout. Tout est là. Le dispositif est là. Vous savez, ces jours-là, il y a des gens qui ne croient plus en leur pays. Il y a des gens qui disent que non, tout doit tomber parce que non. Tous les pays ont des problèmes. En France, en RDC, au Zaïre, j'ai vu des enseignants de 80 ans. Comme il y a déficit d'enseignants, on les garde là. Il y a des problèmes d'enseignants au Sénégal. Il y a des grèves des enseignants à l'heure où je parle Roger, à Dakar. Donc, Roger, vous parlez là comme un grand membre du RDP. Non, pas du tout. Moi, j'ai l'âge où on ne peut plus tout voir en noir. J'ai fait ce journalisme parce que c'est pas parce que on peint tout en noir. Il faut savoir reconnaître que il a reconnu tout à l'heure, docteur Ayon, qu'on a déjà résolu à peu près 60% des problèmes que les enseignants. 40%. Bon, 40%. C'est déjà beaucoup. Pas 50. Vous savez, même notre métier, nous parlons des enseignants, monsieur Aïssi. Mais notre convention collective, elle est où? Elle est appliquée? On n'en parle même plus. Voilà, donc je vais vous dire que c'est pas on même les enseignants, on est en train de résoudre certains problèmes. Il y a tellement de problèmes dans ce pays. N'ayons pas la mauvaise foi de... Nous sommes des pères d'enfants, non? Nous nous battons. Il y a tellement de problèmes, mais je crois que cela ne veut pas dire que le Cameroun va tomber. Hein? Le Cameroun n'est pas aussi mauvais que certains pays que je connais. Très bien. Un peu à côté. Tout n'est pas rose, mais c'est pas l'enfer non plus. Merci, Roger. Vous parlez là comme... Vous avez dit comme un membre de Lisons encore quelques messages. Lisons encore quelques messages avant de repasser la parole à Dr Ayon. Bonjour le grand perfecto, heureux de vous retrouver en direct et de constater que vous vous penchez sur le mouvement OTS. J'aimerais vous dire en tant qu'enseignant que très peu parmi nous sont satisfaits. Le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi. C'est malheureux que plusieurs médias se rangent aux côtés du gouvernement pour manipuler l'opinion publique. Félicitations à vous. Ces gens, depuis Tchang,
qui envoie le message. Bonjour Perfecto, dites à monsieur Kiki que le concours d'entrée en 6e a déjà eu lieu et les surveillances et corrections n'ont pas encore été payées. De la part de Maxime Ango, c'est Plague PCT qui envoie le message. Bonjour au plateau, je voulais vous dire que la majorité des démarcheurs qui demandent 30% aux finances sont des enseignants qui ont déserté leur poste de travail. Et qui ont même créé le problème. Ils venaient chercher les clients dans les différents services. C'est Xavier de Beaumono qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour à vous et félicitations Perfecto. Nous pensons que le gouvernement joue un mauvais jeu par rapport au problème des enseignants parce qu'il fait... Ils font un effort de nous diviser. Imaginez-vous qu'on donne le complément de salaire à certains et pas à d'autres, alors que nous sortons la même année et pour certains avant. Donc, s'il faut prendre en compte les problèmes, il faut le faire pour tous. C'est Michel Depuis et Bolova qui envoie le message. Et le même Michel nous dit, je vous rappelle que la femme d'Amidou, jusqu'à présent, n'est pas entrée en possession de l'argent de son mari. Wow. Là, elle a été reçue par le ministre. Il faut qu'on enquête. Non, c'est pas sûr. Moi-même, je suis en train de... Elle a été reçue par le ministre. Le ministre est parti, on leur a même donné, en dehors de cet argent-là, non, c'est pas sûr. Welcome back Perfecto, tu es un monstre de la télévision. Je zappe toujours Info TV, mais aujourd'hui je suis calé. Ismaël de Yaoundé du quartier Mélène qui envoie le message. Salut, quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Vivement Francis Bonga. Congrats et du courage from Yabassi Mbeka. Bon, allons à la simple messagerie, très rapidement. Bonjour Perfecto, très belle émission. Dites à la DECC, c'est quoi la DECC? Que nous voulons notre argent de correction du concours d'entrée en 6e, session 2022. C'est Papi à Yaoundé. On ne paye pas le même jour. Bon, Roger qui dit qu'on ne paye pas le même jour. Il faut faire les états. Il ne faut pas aussi que les enseignants... Est-ce que c'est le jour tu as fait le corriger qu'on te paye? Non, quand même. Et ça prend quand même quelques jours. Le concours d'entrée en 6e, c'est il y a 2 jours. Il y a 2 jours qu'il a eu lieu. Alors, Francis Depuis et Kounou, le problème de 30% n'est pas seulement à l'éducation, c'est officiel aux finances. Ah bon? C'est dangereux ça. Les enseignants supportent depuis des siècles. Voilà déjà les rappels en ce mois de juin qui ne seront pas payés comme ordonné par le chef de l'État et c'est signé Ulrich. Est-ce qu'on peut y dire qu'ils ne seront pas payés puisque nous ne sommes pas encore en juin? Docteur Ayon, les enseignants ont trop supporté, mais les solutions sont en train d'être trouvées. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il faut toujours que l'on puisse tempêter, que l'on puisse couper les routes, que l'on puisse aboyer dans les médias pour attirer l'attention? C'est vraiment ça la bonne question, parfait. Vous savez, je vous admire toujours parce que quand la modération est tellement parfaite, comme votre nom, que les gens, c'est ça qui tient les gens à regarder une chaîne de télévision. Oui, c'est la qualité de la modération et les questions qui sont posées. D'abord, je voudrais dire à mon frère, M. Yada, que OTS ne peut jamais mourir. Par rapport à ce qu'il a dit. Oui, ça ne pourra pas influencer les examens parce que les enseignants sont conscients de ce que le parcours qu'on a déjà parcouru ne peut pas flopper l'année scolaire. Donc c'est seulement pour cela que ça ne va pas flopper les examens. Ce n'est pas parce que OTS va mourir. OTS ne va jamais mourir tant que les problèmes sont encore là. Jusqu'à ce que la structuration sera restructurée pour faire en sorte que les choses soient claires. Et je voulais aussi ajouter que on ne peut pas manipuler les enseignants par rapport à ce que les gens disent. Ils peuvent avoir certains qui ont les ambitions personnelles ou qui ont les affiliations politiques, mais c'est un problème général qui est vrai. Donc, rester sur d'autres positions, ce n'est pas parce que on est manipulé. D'abord, ceux qui vont nous manipuler sont enseignés par les qui. Par exemple, moi, qui peut manipuler? Qui? Même le président de la République peut pas. Le président de la République. Non, même le président ne peut pas nous manipuler. Se mettre à récupérer les affaires. Comme si c'était de ça dépasse, il veut d'abord accepter. Dans le cadre de là, je ne peux pas accepter parce que c'est là où je sors. Je le dis à la télévision. Oh, mais non, mais ministre là, putain, je ne peux pas accepter parce que c'est ce qu'elle veut subir. Il sait ce qu'elle veut subir dans mon arrière.
jusqu'à ce que la guerre j'ai refusé directement, et j'ai déjà refusé plusieurs fois. Et certaines d'autres propositions. Je sais ce que j'ai dit. Et je sais ce que je compte sur moi-même. Bon, les sommes, ce n'est pas de tout ça. Je voulais seulement dire, pour être clair. Voyez par exemple, quand les enseignants disent qu'il y a la mauvaise foi. On est en train de négocier. Dans la gestion normale d'un pays, la négociation ou le dialogue est permanent. Alors qu'on est en train de négocier et que ça donne les résultats, c'est normal que les autres sont frustrés parce que le problème n'est pas de résultat général. Donc on continue la négociation. Mais qu'est-ce qui sort? On sort un autre directé par le Premier ministre qui donne l'intimidation aux enseignants. Est-ce qu'on peut intimider les militaires? Est-ce qu'on peut intimider les journalistes? Pas du tout. Est-ce qu'on peut intimider les douaniers? Pas du tout. Est-ce qu'on peut intimider les magistrats? Quand c'est des enseignants, on dit que ceux qui ne vont pas au travail, il faut que les délégués régionaux font ceci. Vous savez que le délégué lui-même là, il vit bien. Le ministre Tangandji n'aime pas le désordre. Oui, le désordre par rapport à qui a causé le désordre? Qui a causé ce désordre-là qui est maintenant amplifié et risquera envoyer à certains affamés. Oui, il faut les envoyer, mais les gens ont déjà les moyens de t'aimer les serpents. On a les moyens de donner le serpent à manger et qu'ils les dompter. Oui, de les dompter. Voilà. Il y en a tous ces moyens-là, on en a ça. Donc, ce n'est pas question de dire qu'on va nous envoyer les serpents. On va jeter, docteur. Donc, pour continuer, vous voyez, quand les enseignants aussi sont découragés, c'est parce qu'on a déjà montré dans ces pays que les paroles du président ne sont pas sacrées. Je suis d'accord. Donc le président a déjà donné les instructions plusieurs fois et ça n'a abouti à rien. Et rien n'est arrivé à celle-là qu'on a donné ces instructions. Donc même quand le président a parlé en tant que père, et en réalité, les professeurs qui sont aussi plus intelligents que ceux-là, comme ceux-là, pas plus, disons comme ceux-là, ont décidé de ne pas croire jusqu'à ce qu'ils voient en pratique ce qui se passe. Donc on peut seulement les demander que, voyant que les choses sont en train de progresser, il faut que eux aussi, nous aussi, on essaie aussi de donner certains compromis. Par exemple, on a tout le temps de revenir en charge. C'est ça veut dire que OTS ne peut jamais mourir. Mais il faut qu'on donne aussi un peu du temps pour voir comment les évolutions vont passer. Et on a encore septembre, ce n'est même pas loin. Parce qu'on a fait l'échelonnement pour essayer de montrer que l'année scolaire passe. Si vous voyez comment on a programmé ça, on a vu jusqu'à juin. Sachant qu'à juin, les examens auront déjà fini, nous serons en vacances, on peut déjà prendre les dispositions pour nous mateler. Mais je pense que le Nozona a déjà pris aux gens que la force n'est pas le problème. Stéphane Mbarga, on peut déjà commencer probablement à dire que le gouvernement a tiré les leçons du Nozo. Je pense que le docteur Rayon l'a reconnu pour les revendications des enseignants. Le gouvernement a pris le problème à bras le corps, même si tout n'a pas encore été résolu. On peut simplement dire que nous soutenons les enseignants, mais nous demandons aussi aux enseignants de ne pas être excessifs, de ne pas être extrémistes. C'est ça? Yeah. Tout simplement de privilégier la vocation qui est la leur, que les enfants aillent à l'école, que les enfants reçoivent une éducation. Et que les examens puissent normalement se dérouler. Les examens puissent normalement se poursuivre. Leurs revendications, leur cri de détresse, leur désespoir a été exposé face à l'opinion. Et c'est cette opinion-là qui a mis la pression aux dirigeants pour que leur situation soit reconsidérée. La parole de l'État a été engagée. Des ministres sectoriels et régaliens ont essayé de pouvoir agir en faveur d'une mutation de la situation de l'enseignant. Donc, on attend le gouvernement au pied du mur. Roger Kiek de Kiki, merci d'avoir été là ce matin. Oui, je conclue en disant que vous avez vu comment on transportait les dossiers dans les bureaux. Ce sont les enseignants, les anciens enseignants qui confisquaient les dossiers de leurs collègues. C'est-à-dire que la mort... Le problème des enseignants, c'est l'enseignant lui-même. Ce sont eux qui bloquaient les dossiers. Vous avez pas vrai. Vous avez vu les dossiers pourris. On transportait avec des brouettes. Bloqués dans des dossiers. C'est-à-dire que vous êtes directeur, vous êtes vous-même enseignant de formation, vous êtes tout directeur de quelque chose. Vous tuez le dossier d'un jeune enseignant en intégration. On dira merci à Dr Rayon qui était là ce matin. Il aborde plusieurs casquettes. C'est également un homme politique. Merci à Arnaud Victor. 2 secondes, pas plus. Oui. Il faut informatiser et digitaliser le système. On peut traiter, comme Joseph l'a fait,
plusieurs dossiers en 1 minute. C'est qu'on ne rencontre plus les gens. C'est le fait d'être face à face là qui entraîne la Merci beaucoup. Merci à Stéphane Mbarga. Merci infiniment à Roger Kiek de Kiki. Merci. Toute une vie dans la communication, plus précisément dans le journalisme. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30. Demain 10h, il n'y aura pas émission pour des raisons évidentes. Nous serons braqués du côté du boulevard du 20 mai pour la grande parade dirigée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 sur Info Presse. Nous en parlerons encore. De toutes les façons, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?